Donc Jean-Pierre Lebrun qui travaille sur une question qui est très controversée en ce moment, c'est la question du père, on pourrait dire ça, hein, et qui travaille sur cette question, qui n'est absolument pas une question évidente, qui met un petit peu tout le monde sur les dents, on pourrait dire, qui est très débattue, hein, qui a intérêt à continuer à être débattue, je trouve. Voilà. Et donc, Nicole Malincoни qui travaille plus volontiers, je dirais, sur l'écriture. Qui ne suis pas psychanalyste. Qui n'est pas psychanalyste, voilà, exactement, mais qui en parle. Qui écrit. Voilà, qui écrit. Je ne travaille pas sur l'écriture, non, j'écris. Qui écrit, voilà, vous écrivez, absolument. Enfin, vous travaillez la question d'écriture quand même. Aussi. J'ai envie de dire ça, parce qu'en vous lisant... accessoirement. Oui, je trouve que ça met au travail ce qu'est écrire, voilà, pour un sujet, on va dire, hein, plus largement. Alors moi, je suis sensible au travail de Jean-Pierre Lebrun, bien sûr, beaucoup au travail de Nicole, puisque je suis, ce qu'on pourrait dire aussi, une duracienne, quelqu'un qui a beaucoup aimé et qui aime beaucoup Marguerite Duras. Voilà, je sais que Nicole, vous y êtes aussi sensible, que ça fait partie de votre univers littéraire et aussi passionné, je pense. Voilà, et aussi sensible à ce que c'est qu'écrire. Voilà, je sais aussi travailler par cette même question. Voilà, donc je vais laisser la parole, on s'y prend. Je voudrais dire juste quelques mots pour introduire, si je peux dire, comment nous est venue l'idée déjà de réunir ce soir ces deux auteurs à partir de leurs deux livres. J'avais lu d'abord Séparation, puisque c'est paru l'année d'avant, Les couleurs de l'inceste. Et j'étais très frappée et remuée par, je crois, le style de l'écriture, que vous appelez parfois dans un autre livre, j'ai lu ça, l'écriture du réel. Et je l'ai beaucoup conseillé à des amis, collègues et même patients. Et tout le monde a pu faire sortir par des mots ce que c'est les mots de la chair, c'est-à-dire les mots du corps et les mots du réel. C'est un livre magnifique et j'ai tout de suite pensé pouvoir questionner ce livre et cette écriture. J'ai lu dans un deuxième temps, l'année suivante, quand le livre Les couleurs de l'inceste est paru, se déprendre du maternel. Et j'ai été étonnée vraiment du croisement, comme si les questions que posait le livre de Jean-Pierre Lebrun, qui couvre à la fois ce qu'il en est pour l'individu et ce qu'il en est du collectif et de la société, et des effets de subjectivation actuelle, c'est ça, il me semble, la ligne, le fil rouge du questionnement, qui a à être pensé, dit-il, et je le pense aussi absolument, non seulement par les psychanalystes, bien sûr, qui sont souvent dans le déni de ces effets subjectifs sur le sujet, des effets subjectifs de ce qui se passe depuis la chute du patriarcat, dont Jean-Pierre Lebrun va nous parler tout de suite, et plongeait, beaucoup de personnes, le sachant ou pas, dans ce qu'on appelait déjà avant, cette mutation plus globale, le gouffre maternel. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est l'inceste au sens large, c'est-à-dire l'inceste au sens, comme le dit très bien Jean-Pierre Lebrun, du partage de la jouissance maternelle. Et j'avais, pour repère clinique au moins, d'avoir rencontré dans le travail analytique des patients qui, à partir du symbolique, sur une effraction de ce symbolique ou sur un trauma, dégageaient ce réel
du gouffre maternel, voilà comme on dit, et Jean-Pierre Lebrun nous montre comment actuellement ces effets subjectifs s'inscrivent dans un mouvement inverse, c'est-à-dire que beaucoup de patients viennent à partir du réel, donc de cette jouissance des sens, et tout le travail sera de les mener vers le symbolique. On verra un peu si on peut ouvrir des portes pour savoir comment. Et ceci est aussi valable pour l'individu, un sujet, que pour le collectif. Voilà donc ce qui nous a donné le désir de réunir Séparation, qui est une écriture de la séparation de ce magma, comme vous dites, maternel, et le livre de Jean-Pierre Lebrun sur cette question. Mais je voudrais peut-être préciser quand même que j'écris depuis maintenant pile 30 ans et que je n'ai jamais écrit de fiction. Que toujours, commencé par le tout premier de mes livres qui s'intitulait Hôpital Silence, qui d'ailleurs a été publié aux éditions de Minuit. J'ai écrit à partir des mots que j'entendais dans l'hôpital où je travaillais en tant qu'assistante sociale. Ceci est annexe, mais j'entendais les femmes parler. Et j'ai écrit ce livre à partir des mots qu'elle disait dans une situation extrêmement tendue et difficile pour elle, puisqu'il s'agissait à ce moment-là de décider pour elles-mêmes d'interrompre leur grossesse. Et ces mots me semblaient porteurs à la fois bien sûr de leur histoire, de leur angoisse, de leur situation là à ce moment-là, mais aussi d'une grande force de par leur absence de précaution, je dis. Ils étaient dits comme quelqu'un qui, pendant une petite fraction de son existence, parce que c'est une période de crise, parce que il y a une décision à prendre, parce que on est fragile, ces mots-là étaient dépourvus de prudence. Enfin, elle disait comme ça leur venait sans précaution le choix qu'elles allaient faire et les questions que ça leur posait. Voilà. Et c'est des mots qui avaient une consistance en tant que matière de mots. Et c'est ça qui m'a retenue. Que j'ai noté moi dans des petits calepins chez moi après, et j'en ai fait un livre à partir de ces mots-là. Et j'ai toujours continué à écrire de cette façon. Et puis avec le temps, comme vous l'avez dit, j'ai appris à réfléchir un peu au travail que je faisais et à l'écriture, et je me suis dit que finalement, ce qui me travaillait, c'était les choses à la fois les choses qui fuient, c'est-à-dire les mots qui sont difficiles à dire, les mots qui finalement ne cernent jamais totalement ce qu'on veut dire, ou les mots qu'on a oubliés, ou les mots qu'on a enfouis, qui ressortent des années ou des générations après sous forme d'autres choses. Et au terme d'une troisième cure de psychanalyse personnelle, qui avait été pour moi très marquante parce qu'elle avait été radicalement différente des deux autres, et qui m'avait permis d'aborder, plus que d'aborder, de me laisser atteindre par cette question du lien à ma mère et au maternel et à tout ce que ça avait eu comme effet pour moi dans ma vie. Et après cette expérience-là, j'ai eu l'impression que ces mêmes mots-là, qui ont sans doute été extrêmement difficiles à laisser advenir, puisqu'il m'a fallu 3 cures, ont vraiment consisté à me séparer de quelque chose. Et je me suis aperçue que ce n'était pas uniquement les mots de la cure qui me séparaient de ce maternel en question et de cet emprisonnement et de ce magma, mais que finalement il y avait une énorme proximité avec l'écriture. Parce que écrire, ça procède un peu de la même alchimie.
c'est laisser advenir des mots, là aussi, en laissant tomber une espèce de maîtrise, comme on doit la laisser tomber, à mon avis, dans la cure, parce que sans quoi on dit des choses conscientes et on ne laisse pas aller son inconscient. Et l'écriture, c'est pareil, il faut se laisser toucher, atteindre, traverser par les mots qui viennent, qui vont s'inscrire dans un sens, bien sûr, pas dans quelque chose d'insensé. Mais la poésie, en ça, pour moi, elle est proche de cette question. Ça me faisait penser pile à ce que vous venez de dire, cette phrase de René Char que vous citez dans Séparation. Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. C'est vraiment, je crois, pour illustrer ce que vous disiez, avec l'effet poétique. Ça, une phrase qui m'a beaucoup frappée. C'est tellement le surgissement aussi de ce qui se passe de la parole dans la cure. Peut-être j'ajouterais toute petite chose avant de laisser la parole à Jean-Pierre, c'est que évidemment ce livre m'a valu beaucoup de sollicitations, d'invitations de la part de groupes de psychanalystes divers qui ont vraiment accueilli très chaleureusement, je dois dire, mon livre. Mais, comment dire, pour moi ce livre, c'est pas un livre, oui bien sûr il a à voir avec la psychanalyse forcément, et j'y trempe depuis des années, je vis avec un psychanalyste, donc c'est sûr, mais il s'inscrit dans mon travail d'écriture comme les autres. Et je pourrais d'ailleurs dire pour moi il se rapproche, les deux livres mes plus proches sont celui-là et Hôpital Silence aussi, avec un autre dont je pourrais éventuellement parler, mais parce qu'il s'agit de laisser émerger des mots. Oui, mais il n'empêche, enfin, je suppose, je pense comme ça, que pour un lecteur, psychanalyste entre autres, pour moi, ce livre m'a paru transmettre ce que les psychanalystes qui écrivent sur la clinique ont des difficultés à transmettre. Et si vous voulez, en lisant ce livre, j'ai entendu, j'ai trouvé que les mots étaient justes pour dire, par exemple, le redoublement du réel, vivre une séparation traumatiquement qui fait effraction et qui rejoint le réel maternel. Comment vous dites aussi ce que c'est que la séparation, comment on tombe là-dedans. Et c'est très, dans ce que j'ai pu lire, on peut lire la clinique analytique sur cette question du réel, je trouve que votre livre l'illustre au mieux. Voilà, au mieux. Transmet ce que les psychanalystes ont du mal à transmettre, ont des difficultés à transmettre. Voilà l'effet, pour moi en tout cas, à la lecture de votre livre. Mais ce que tu dis, Arlette, pose la question de savoir si, justement, c'est possible pour un psychanalyste de faire ça. Si ça n'est pas justement une parole de l'analysant qui se saisit de quelque chose à travers l'écriture par rapport à sa propre cure. C'est une question. Alors, on peut dire que Catherine Milhaud, avec La Bible ordinaire, elle s'approche de ça. Elle s'approche. Parce qu'elle n'est pas engluée par la violence éthique. Et justement, on sent que c'est sa démarche. On le fait à partir de soi, c'est ce que je veux dire. C'est pas, à partir de l'autre, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a une difficulté à transmettre la clinique, parce qu'on parle de l'autre quand même. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une différence de position qui fait que peut-être, c'est une question, hein, le saisissement qu'on peut avoir quand on est clinicien face à la lecture d'un analysant qui dit ça. Voilà. Et c'est rare. C'est vrai que tu parles de Catherine Milhaud, il y a très peu de textes, je dirais, de cet ordre-là, de cette nature-là, je trouve. Alors la question, c'est est-ce que les psychanalystes, en majorité, ont rencontré ce réel-là? Peut-être.
Ou bien, Oui, est-ce voilà. que c'est une question qu'ils l'ont rencontrée, mais c'est difficile à transmettre, Voilà. c'est l'un ou l'autre. Ou ils en ont rien dit. Il y a quelque chose là qui parle à tous, hein, j'ai envie de dire, et qui hors des concepts, qui ne, comment Oui, dire, ça c'est sûr, hors voilà, des concepts. qui est hors des concepts et qui du coup, pour moi, oui. du coup fait transmission parce que ça n'est pas voilé Mhm. par la théorisation. C'est-à-dire que ça Oui. échappe et ça parle, je crois, en dehors justement d'un souci de conceptualiser, hein, qui n'est pas vraiment à l'œuvre là, Oui, mais en bon. tout cas qui du coup fait, comment dire, il y a un direct là-dedans. Enfin, pour moi, Oui, oui, oui. du coup, il y a un direct. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un risque. Enfin, ce que Ouais, vous c'est dites sûr. là, Ouais, c'est à sûr. propos de concept et de autre chose, ça n'a peut-être pas de lien direct, mais ça me fait penser à ce que Yves Bonnefoy dit de la poésie. Quand il parle du discours qui obligatoirement, là on est en train de le faire, il est dans le concept, hein, on est dans le concept tout le temps, mais que pour lui, la poésie elle représente un lieu, autre chose que le lieu du concept. Parce que, si je traduis fidèlement ce que j'ai lu de lui, c'est comme si avec le concept on remplissait, on comble, enfin la poésie, et elle fait place à un trou, à un vide. Voilà, c'est ça, c'est la question. Et peut-être que, je ne sais pas, c'est peut-être présomptueux, je ne sais pas, de dire ce que j'ai écrit là, je l'ai écrit moi, sans garantie, enfin sans explication aussi, sans discours sûr. Oui, c'est ça. Et que donc c'est peut-être ça qui fait qu'on s'y retrouve aussi, que d'autres peuvent s'y retrouver. Non, parce que j'ajouterais aux difficultés, simplement que je crois que c'est une difficulté propre, qui nous est propre à nous analystes aussi, d'être toujours sous le risque d'utiliser la conceptualisation que l'on a pour occulter ce que par ailleurs on espère quand même que l'analyste, à travers son propre travail à lui, mais aussi au travers des gens qui l'écoutent et qui l'entendent, arrive à atteindre, hein, ou à être vigilant, ou à être sensible. Mais dès qu'il passe à la conceptualisation, je crois que c'est une vraie difficulté. Il y a des conceptualisations qui servent à boucher ce qu'ils ont découvert. Il y en a d'autres qui arrivent, dans le meilleur des cas, à dire quelque chose d'un autre ordre. Ça fait partie de notre embarras, ça, pour moi. Enfin, c'est interne entre... C'est vachement embêtant, en plus. Parce qu'en plus de ça, à partir de là, on se dispute sur les concepts auxquels on tient comme à la prunelle de nos yeux. On fait des tas de conflictualités. Et pendant tout ce temps-là, il y a quelque chose qui aurait dû être au centre et rester au cœur, qui fiche le camp. J'aime bien une formulation qui sort peut-être de... Récemment, j'ai lu ça de Devreux. Je ne savais pas qu'il avait écrit ça, un truc où il dit que il n'y a pas plus fin phénoménologue respectant les choses que les analysent dans leur description, mais ils se trouvent très vite enfermés dans leur propre dogme. C'est pas faux, c'est vrai, mais non, dire ça ne veut rien dire d'une certaine façon, parce que ça ne me met pas à l'abri moi-même de ce que je dénonce, hein. Mais je veux dire qu'on a vraiment difficile à... Pourtant c'est important, c'est essentiel, vous le rappelez, c'est juste. Il faudrait essayer de le tenir, mais c'est pas simple. On est tout le temps pris par une sorte de... On est comme emporté par quelque chose qui nous déporte. Il y aurait peut-être un livre à faire ou à inventer, j'ai y pensé. Ça serait un livre écrit d'un côté, un analysant qui se saisit de sa traversée, c'est-à-dire qui tente d'en dire des bouts avec des mots de réel, voilà, sa partie à lui, et de l'autre, l'analyste, qui fait la même chose sur le même patient, je veux dire, et qui en parle aussi. Pour parler de ce livre, j'ai quand même l'impression que mon Dieu a essayé de faire un travail comme ça, on travaille sur Beckett, en mélangeant trois trames, la trame de l'écriture, la trame de l'analyse de Beckett avec Dion, et puis la propre expérience de ton yeux dans la lecture de Beckett. Je pense qu'il y a des tentatives. Il y a des tentatives. Il y a aussi Voyage au bout de la folie, il y a aussi... il y a eu ça, mais c'est très rare. C'est vrai que on les compte sur les doigts d'une demi-main, je pense.
Donc c'est difficile pour un analyste d'exposer une forme d'intimité. On pourrait même aller carrément plus loin, on pourrait même se demander parfois, moi je trouve que ça arrive dans les cures, les moments vifs de certaines choses, nous savons qu'ils ont eu lieu. Je ne suis pas sûr qu'on est capable de les redire. Oui, Ça file. Oui. Ça a touché juste, mais ça file. Bien sûr. Or, ça fait partie du boulot de devoir supporter ça. C'est parfois un peu d'ailleurs ralent, comme on dit, parce que vraiment là, c'est un truc vraiment. C'est vachement important ce qui s'est joué. Moi, une demi-heure après, parfois, je suis désolé. Oui. Mais je sais plus. Mais oui. Pourtant, je suis sûr que c'est juste ce qui s'est passé là, ce qui s'est dit là, ce qui s'est énoncé là pour le patient. C'est vraiment essentiel, mais après, ça, oui, on peut en dire 2-3 choses comme ça autour, mais je me rappelle que quelqu'un qui avait été en contrôle avec Dolto, Dolto lui a répondu « Eh bien, c'est très bien que ça file ». Enfin, donc, c'est peut-être quelque chose de... Oui. C'est peut-être un prix qu'on paye. C'est le même effet que quand un patient dit, alors que l'analyste a entendu que ce qui était dit était vraiment touché un point de subjectif important, et que la séance suivante, le patient dit « Je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai dit à la dernière séance. » Voilà. Et ça arrive très souvent. C'est justement là où, pour reprendre ce que vous dites, Jean-Pierre, là où, tout d'un coup, il y a effacement. Hein, quand ça s'approche. Là, ça peut être du refoulement aussi. C'est du refoulement, bien sûr. Repère. Mais oui, mais ça joue, ça joue son avis. Oui, c'est pas du même tabac. Non, c'est vrai, c'est pas du même tabac. C'est vrai. La restauration du refoulement par le patient n'est pas de l'ordre de ce que je trouve là. Oui. C'est autre chose. C'est vrai. Ça m'y faisait penser, mais c'est différent. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'entre vos deux approches, si je puis dire, dans vos deux abords du réel, il y a quelque chose qui fait écho, qui se correspond, qui s'échange, qui se parle, qui fait écho, et je pensais notamment au livre de Nicole, par lequel je vous ai découvert personnellement, qui m'a bouleversée, qui est Si ce n'est plus un homme, où à travers comme ça comment dire, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais des observations, des vignettes, vous dites des choses sur le social, sur l'actuel, qui ne sont pas dites, enfin, où il y a une attention portée à la marge, à quelque chose qui n'a pas pignon sur rue, enfin, qui se tait, hein, qui est justement de l'ordre du silence, et que vous prenez en charge dans les phrases, enfin, voilà. Il me semble que c'est aussi un certain réel. Enfin, c'est quelque chose de l'humanité, hein, qui sinon n'a pas de voix au sens. Mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça fait aussi partie des choses qui échappent. Quand je dis les mots difficiles à dire, les mots que les femmes ne voulaient pas dire, les mots qu'elles devaient s'arracher, etc. Il y a la question de la perte aussi là-dedans, mais ce qui est perdu, c'est aussi dans le monde tel qu'il va aujourd'hui, un certain savoir sur ce qui se passe pour certains hommes, pour certains lieux où des hommes sont ignorés. C'est l'ignorance qui me frappe. C'est le fait que le monde continue à tourner, alors qu'il y a des choses aussi violentes qui se passent et qui sont réservées à un petit entrefilet dans un journal ou à une photo un peu sensationnelle que les gens vont vite oublier parce qu'il y a autre chose. C'est comme ça, la vie est comme ça. Et c'est un petit peu ça que j'ai, qui me reste. Ça rejoint aussi peut-être ce que vous dites, c'est que il doit y avoir une réciprocité, si vous voulez, en tout cas dans les mots qui me frappent et qui m'ont fait écrire, ceux des femmes à l'hôpital, d'autres encore dans d'autres livres. Il fallait sans doute que moi-même j'ai quelque chose d'une réceptivité à ça ou d'une porosité à ça pour que ça puisse faire comme une espèce de mouvement. On a beaucoup dit ça quand on a travaillé la question de la langue et de l'écriture.
c'est qu'il y a comme une espèce de boucle entre ce par quoi on est atteint C'est ça. et ce qu'on fait de ce par quoi on est atteint. On peut tout simplement être atteint par une musique et laisser la chose à l'état de émotion ressentie. Si la nécessité se présente d'en écrire quelque chose, il faut cette espèce de mouvement en retour pour que les mots sortent. Et ils doivent sortir probablement d'un lieu qui n'est pas dans la maîtrise, sans quoi le lien serait peut-être... Parce que c'est comme s'il y avait une équivalence de registre entre ce qu'on reçoit de ce réel-là, à quoi on est attentif justement, comme si ça avait déjà une place en soi pour être reçu. Et ce qu'on va le rendre, on va le mettre en mots et on va le porter, on va le dire. Et entre ce qu'on reçoit et ce qu'on va dire, quand je dis équivalence de registre, ça ne peut pas être dit. Ce qu'il a est reçu, ce qu'il a est reçu, ne peut pas être dit conceptuellement, avec l'écran, avec de nouveau un écran sur ce qui est dit. Est-ce que je me fais entendre? C'est-à-dire que ce qui est reçu de ce réel, comme dans Si ce n'est plus un homme, ça ne peut pas être dit avec des concepts une fois que vous le dites. C'est quelque chose qui prend forme de la même manière que ça a été reçu. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence de registre, c'est-à-dire qu'il y a une logique, en tout cas, de cela. Oui, moi je dirais, on écrit avec son symptôme. Oui. Parce que si on est poreux à ça, va savoir pourquoi. Voilà. De par l'histoire, de par tout ce qu'on triture en analyse et qui fait qu'on est ce qu'on est. Mais finalement, à certains moments, ou en tout cas pour certaines personnes, peut-être que l'écriture est la seule possibilité de faire avec ce qu'on est. Oui. C'est comme le point où les choses s'ouvrent, où le magma est quitté, enfin, un temps soit peu. Ça fait penser à tout à fait un autre livre qui n'est pas là, qui est un dialogue que j'ai eu avec une collègue qui avait écrit un ouvrage que je trouve intéressant, mais qui était tout à fait complètement passé au bleu, personne n'en avait aperçu, je crois, sur le matricide. C'est Michel Gastambide qui a écrit Puis un jour, j'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas ce qu'il faut dire, dans mon groupe d'analystes, là, de parler de ce que ça m'intéressait, le rapport du matricide, la question du matricide. Et puis à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me dire, vous savez, j'ai écrit un livre là-dessus. Je dis, bon, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un avec, en plus quelqu'un de mon propre groupe, en plus, c'est un peu drôle, quoi. Et puis je l'ai lu, j'étais absolument vivement intéressé par ce qu'elle en disait. Parce que je trouve que c'est une vraie question actuelle, qui devient actuelle, la question du matricide. Depuis d'ailleurs, il y a eu Xavier Dolan, il y a eu des films là-dessus, il y a eu des... Ça va foisonner, je crois. Parce que, bon, alors, pourquoi cette question du matricide? Et dans cet échange, il y a la fin du livre où on parle de la question de l'écriture et du matricide. Parce qu'il y a quelque chose, je trouve, qui se tient là, ce que tu viens d'évoquer, parce que c'est peut-être une des façons de se déprendre du maternel. Je ne vais pas dire sans père, c'est pas tout à fait juste, mais presque. C'est sans l'appui du côté du père, encore que, je peux aussi dire qu'écrire, c'est se donner un père. Il y a mille et une façons de voir ça. Mais enfin, il y a quelque chose là-dedans de juste, à mon avis, qui est que, toi en tout cas, tu le dis souvent, tu le dis c'est pas un secret d'intimité, tu l'écris dans le livre, que c'est même parfois ta manière de... C'est comme ça que tu dois faire pour penser. Donc, c'est ce travail de sortir du magma, comme tu dis, des mots, et d'en faire ce que tu appelles ton travail de l'écriture. Ce que tu appelles le travail de l'écriture. De mise en écriture. De mise en écriture, c'est vraiment ce travail par lequel on est complètement collabé, on est complètement adhésif, on est complètement absorbé, mais on arrive quand même à introduire un décalage qui du coup fait que c'est humanisable, universalisable, plein de choses, ce qui rejoint
le modèle plus ancien, plus classique de la façon dont le père a réglé les questions pendant des siècles, pour finir par aboutir sur une impasse aussi. Enfin, il faut quand même dire ça. Isabelle, vous avez rappelé gentiment que je posais la question embêtante du père depuis très longtemps. Et c'est vrai, mais je pense qu'on ne lui donne pas tout à fait le sort qui me semble juste à mon questionnement, parce que quand j'ai écrit Le Amour sans limite, il y a presque 20 ans, moi ça m'avait frappé dans la société, que quelque chose de ce côté-là, pouf, était en train de disparaître. Bon, alors du coup on m'a collé comme étant le nostalgique de ce qui disparaît, donc le père, le machin, etc. Ce que honnêtement, je ne crois pas tellement que... Si, je pense qu'il y a une chose à quoi j'ai toujours été très sensible, à cause de mon histoire d'ailleurs, pas la développer, mais ça c'est assez clair, c'est que il y a là quand même quelque chose d'important du côté. Il suffit de très peu d'ailleurs, mais un point, ça suffit pour que l'accrochage, ça tienne quelque part. Donc ça, je l'ai repéré pour moi-même de manière très très claire, alors que mon histoire est hyper compliquée, donc, et banale en même temps, mais quand même. Bon, donc ça m'a toujours impressionné que quand j'ai eu l'impression que on ne voulait pas prendre la mesure de ce que ça posait question, que l'accroche comme ça à l'organisation paternelle faisait problème. Le défaut, plutôt l'évaporation du père, comme dit Lacan, faisait problème. Enfin, ça m'a semblé étonnant. Un peu comme si beaucoup de collègues me semblaient marcher d'emblée dans cet espoir légitime de se débarrasser des impasses de ce qu'introduisait le monde du père, puisqu'au fond c'est ça. C'est que le monde du père était une manière de régler les questions, mais en même temps de produire toute une série d'impasses et de difficultés. Qu'aujourd'hui, la démocratie, dans le bon sens du terme, essaye de traverser, j'ai envie de dire. On peut d'ailleurs, à mon avis, lire l'évolution actuelle comme étant en lien avec une sorte d'exigence de la démocratie, d'arriver à en finir avec des modèles anciens qui relèvent beaucoup plus du religieux. Donc je crois qu'on peut lire comme ça. Alors, j'ai poursuivi dans ce schéma-là, mais pour moi, ça ne va pas du tout de pair, c'est le cas de le dire, avec le fait de vouloir à tout prix rétablir le père dans son modèle ancien. Ça, c'est absolument pas ça. C'est plutôt de prendre acte, et c'est la clinique, moi, qui me l'a amené. Pas seulement la clinique du divan, ça c'est vrai que j'insiste là-dessus. Moi, je travaille en province, donc moi j'ai toujours travaillé avec des gens qui, au début, en tout cas quand je travaillais, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'une analyse. Hein. Vraiment. Donc, c'est une clinique de gens... comment je dirais, souvent culturellement pas très élaborés. Bon voilà, comme ça, on peut dire comme ça. Et aussi une autre clinique qui, moi, m'importe beaucoup, c'est celle que rencontrent les travailleurs sociaux. Parce que c'est une clinique qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas, on ne reçoit pas. Moi, ces gens-là, je ne les reçois même pas. Même moi à Namur. Je suppose que forcément, dans le cabinet parisien, c'est pas celui qui vient demander une analyse. Celui qui rencontre le travailleur social dans l'Oise ou dans les régions un peu précarisées autour de Paris, c'est pas d'office ça. Or, c'est une clinique quand même très très importante, d'abord en nombre, et intéressante aussi. Donc c'est à partir de ça que il m'a semblé qu'il y avait des questions à se poser aujourd'hui sur, bien sûr, là, vous avez parlé effet de subjectivation, donc je suis assez d'accord avec ça, comme ça, du discours sociétal, qui a l'air à la fois d'être soumis à deux choses extrêmement importantes aujourd'hui, qui sont la démocratie, mais entendue sur le modèle égalitariste, alors que la démocratie n'est pas d'office, ne va pas d'office de faire avec l'égalitarisme. L'égalité, oui, virtuelle de tout le monde, oui, mais pas l'égalitarisme. Et deuxièmement, évidemment, la mécanique néolibérale qui est d'une puissance terrible, puisque ces deux forces sont, à mon avis, liguées actuellement pour venir ébranler vraiment les points
irréductible par lequel un individu, qu'il soit du côté du père ou pas du père, ou dans une société, peu importe, doit toujours faire face, vu que c'est la condition de langage qui le détermine. Je pense que ce que nous a apporté Lacan, c'est quand même ça, c'est de nous apercevoir que nous sommes dans une condition qui est marquée par le fait que nous parlons. Donc, du coup, il y a une négativation de jouissance qui doit avoir lieu et qui se passe pour tout sujet. C'est pour ça que j'ai repris comme ça très rapidement 2 points irréductibles, incontournables pour tout enfant, à mon avis. C'est celui de voir l'absence prévaloir sur la présence, alors qu'au début de la vie, c'est la présence de la mère qui est... Il y a de la présence que de la présence autour de lui, mais il faut que l'absence vienne se renverser. Pourquoi? Parce que c'est une dialectique qui est imposée parce que le langage exige. Et la deuxième chose qui est radicale et irréductible, c'est que le collectif doit prévaloir sur l'individu, le singulier. Il y a une prévalence du collectif. Aujourd'hui, on grimpe au mur quand on dit ça, mais tournons-le comme on veut, on n'y coupera pas, on n'y échappera pas. Il y a une prévalence du collectif qui va devoir venir s'inscrire pour le sujet. On a aujourd'hui un rêve que je trouve complètement fou, qui est de penser qu'une société pourrait se satisfaire de tous les individus dans leurs prérogatives, auxquelles désormais on tient plus que jamais. Ça, c'est nouveau et c'est très important. C'est une grande légitimité de penser ça, mais que les singularités les unes à côté des autres pourraient se dispenser de toute référence au collectif. Ça, c'est une naïveté déconcertante. Hein. Bon. Or, elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre, ce qui fait que ça vient à l'encontre des mécanismes qui ont toujours été mis en place pour permettre, aider tout sujet, j'ai envie de dire, à assumer, à consentir, à faire, s'approprier cette négativation de jouissance nécessaire à ce que la condition langagière exige. Alors hier, c'était évidemment sur le modèle du père, ça s'est fait comme ça. Donc, la société a fonctionné avec ce modèle-là pour essayer de. Aujourd'hui, celui-là, il ne peut plus beaucoup compter dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce travail de négativation de jouissance qui doit être fait. Or, c'est ça le problème. Alors, quand on se met trop à être satisfait ou heureux de ce qu'on se débarrasse du père, ce qui, à mon avis, est vraiment en partie tout à fait légitime, si en même temps on prend en compte, mais alors comment va se faire le travail de négativation de la jouissance. Bon. C'est ça qui me dit que du coup ça devient la question de se déprendre du maternel, dont je reviens à la question de l'écriture qui est peut-être une des modalités, enfin bon, il y en a peut-être d'autres, en tout cas dans ce qu'elle veut dire au niveau logique. Mais je pense que ça pour moi c'est une question aujourd'hui à laquelle on ne peut pas échapper. On doit prendre en compte que ça veut dire qu'on doit prendre en compte aussi, c'est pour ça que j'évoquais la clinique avec le travail social, parce que les gens sont en grand désarroi de ne plus avoir les références d'hier, mais dire ça, ça ne veut pas dire qu'il faut leur remettre celle d'hier. Dire ça, ça veut dire qu'il faut prendre en compte leur désarroi là où il est et qu'il s'agit de s'en faire le lieu de l'adresse pour qu'ils puissent au moins trouver une voie dans cette affaire. Donc voilà, c'est toujours cette confusion que on me fait un peu, je trouve, porter à tort, à mon avis, de vouloir défendre à tout prix la question du père. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, la fin de l'œuvre de Lacan lui-même ne va pas du tout dans ce sens-là, comme vous le savez, il va plutôt de comment a fait Joyce, là, comment est-ce qu'il s'est débrouillé, toutes ces questions qu'il travaille ne vont pas du tout dans le sens de restaurer, mais il prend quand même en compte une forclusion de fait, comme il l'appelle dans le séminaire sur Joyce. Joyce n'avait pas de père. Donc ça pose toute une série de questions qui, je crois, sont les nôtres aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aider les sujets, enfin, je veux dire des choses hyper simples, mais où les enfants à grandir psychiquement, pour dire comme ça, tout bêtement, quand l'ensemble du discours sociétal se laisse déborder par ces deux forces en présence que j'ai citées tout à l'heure, égalitarisme démocratique. Il faut expliquer tout ça, il faut aller vite quand même, et néolibéralisme, qui à tous les endroits viennent au contraire donner l'illusion, donner l'impression qu'il serait possible de ne pas devoir ce travail de négativation de jouissance. Alors là, je trouve qu'on est dans une impasse.
dont on a des conséquences. Par exemple, tout le monde se plaint de ce qu'il n'y a plus de solidarité, mais attendez, c'est presque au programme. La solidarité n'existe que s'il y a un lien au collectif. Sinon, il n'y a plus de solidarité. Il y a plein de choses que l'on peut voir à l'œuvre comme étant les conséquences de ça, dont quelque chose de très particulier, et je termine par là, parce que je suis parti pour toute la soirée, qui est peut-être bien aussi que ça m'a beaucoup intéressé la question de l'enfant phallus et de l'enfant objet. Je reprends ça à un moment donné dans le livre, c'est que au fond, peut-être bien on va dans le sens très souvent aujourd'hui de Lacan avait précisé ça, c'est différent si l'enfant représente le symptôme du couple parental ou s'il n'est que le symptôme qui ressortit seulement à la subjectivité de la mère. C'est pas la même dynamique et je crois qu'on ne peut pas d'office faire coïncider ça avec névrose et psychose. Il y a l'ouverture d'un questionnement, à mon avis, tout à fait intéressant sur qu'est-ce que c'est que... Or, c'est assez logique qu'il y ait une invitation à cet endroit-là, puisqu'aujourd'hui, la mère ou une femme n'a plus besoin d'office de relations sexuelles pour avoir un enfant, elle n'a plus besoin de vivre avec quelqu'un d'autre parce qu'elle a son autonomie, toutes choses qui sont ce qu'elles sont et qui viennent bien dans le sens de donner à chacun une égalité virtuelle, mais comme nous le savons, cette égalité-là n'éponge pas entièrement la question de la différence, justement. Donc comment essayer à la fois de respecter ou d'aller dans le sens de ce vœu d'égalité et en même temps de donner sa place à la différence qui n'est pas complètement épongée par cette égalité. Comment donner sa place à l'égalité entre parents et enfants, pour le dire comme ça, ce sont tous des sujets ou des futurs sujets, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de différence de place entre les deux générations. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est mis à mal. Je prépare, je ne sais pas si je crois que je vais faire sur l'école, mais il me semble que la difficulté de l'école, c'est celle-là. C'est qu'il y a un choc terrible entre une augmentation considérable de ce que le discours sociétal ne vient plus soutenir le discours scolaire le discours de l'école, pour pouvoir s'opposer à la surnarcissisation des enfants par leurs parents à l'intérieur même de l'école. Donc du coup, on est là avec une énorme difficulté dont les enseignants se plaignent d'ailleurs beaucoup. Il y a toute une série de conséquences, à mon avis, qui sont liées à ça. Le titre, Les couleurs de l'inceste, c'est parce qu'au fond, l'inceste, si on le prend au sens large du mot, donc pas du tout au sens accomplissement d'un acte sexuel, c'est pas du tout ça, mais au sens vraiment qu'on donne Irène Diamantis, moi j'ai beaucoup aimé sa définition, c'est incestueux, ce qu'il y a de non séparé dans le psychisme du sujet. Toute absence d'altérité, de discrimination des affects. Ben, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus en termes de noir ou blanc, comme ce l'était sous le modèle paternel, ou sous le modèle patriarcal même aussi, mais c'est en termes de nuances tout le temps. Ça fait penser à Soulage, là, qui dans le noir a vu qu'il y avait une couleur, et il y a tous les jeux possibles du noir. Et bien, je pense que l'inceste aujourd'hui, il est un peu à l'œuvre partout, et que c'est une véritable question, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cela, parce qu'en laissant dans cet incestueux, c'est un équivalent de ne pas faire le travail de négativation de la jouissance nécessaire à notre condition langagière. En gros, voilà.